Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier webinaire que vous propose l'Humanisi. Merci de vous être connectés. On va être ensemble pour à peu près 1 heure. Alors, ce qui ressort très souvent, ça va être effectivement la dépendance, la maladie, ça va être le rapport entre un comportement et un produit. On va aussi beaucoup parler de tabac. C'est vrai que souvent les gens pensent au tabac parce que c'est quelque chose qu'on consomme et qu'on consomme ouvertement, qui est légal. On va aussi des fois avoir des problématiques d'accident. Circuit de la récompense, oui, tout à fait. Alors, le circuit de la récompense, on va vous en parler. Tout à l'heure. Voilà. Donc, en fait, on vous remercie. Dépendance pas forcément identifiée par les personnes, absolument. Oui, on va ça parler fait aussi de cette question du déni. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que tout le monde n'est pas forcément sur les mêmes commentaires et tout le monde n'est pas forcément sur le même ressenti aussi. C'est ça. Donc, pour continuer par rapport à ce questionnement-là, on va juste faire une toute petite parenthèse pour vous expliquer, pour vous donner quelques chiffres sur l'alcoolisme en entreprise. Donc, les chiffres sont assez récents, ils datent de 2021. Et on considère, donc dans les personnes qui ont été interrogées, ce sont la population active, donc ce sont des gens qui sont en emploi, qui sont dans l'emploi. 19,8% des hommes qui ont été interrogés et 8% des femmes qui ont été interrogées déclarent avoir un problème avec l'alcool. Donc c'est quand même important. Et sur ces personnes qui ont été interrogées, 50% d'entre elles, donc la moitié, déclarent que pendant la crise sanitaire, leur consommation a augmenté. Donc on fait cette petite parenthèse aussi parce qu'on oublie parfois les télétravailleurs et il faut aussi être attentif aux personnes qui sont en télétravail et on vous donnera quelques astuces au cours de ce webinaire. On a aussi un coût, parce que l'alcool, bien évidemment, ça a un coût. Et le coût social, donc ça veut dire tout ce que ça englobe, prise en charge, prévention, etc., s'élève quand même à 120 milliards d'euros. Donc c'est quand même très important. Oui, il y aura un support qui vous sera donné à la fin du webinaire, qui est un petit mémo en fait sur les conduites à tenir. Et oui, il y aura des échanges. Ah oui, un support. Pardon. Alors ensuite, je laisse la parole à Tiffany et William et on va vous demander à nouveau d'intervenir dans le chat. Alors là, on va vous proposer quelques affirmations et on va vous demander de participer. Est-ce que selon vous, c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Donc, le vin est un alcool comme les autres. Vrai ou faux selon vous? Alors, le vin, on en parle plus particulièrement parce qu'on est quand même dans un pays avec une culture viticole assez importante. Donc, on a tendance à banaliser. Faux, donc le vin n'est pas un alcool comme les autres. D'accord, faux. Ok. Il y a du vrai, il y a du faux. Il y a du vrai, il y a du faux. Vous n'êtes pas tous d'accord. Donc William va nous donner la réponse. Ceux qui ont mis faux, ça peut être intéressant que vous expliquiez un peu en quoi. Mais oui, alors du coup, voilà. Malgré les exceptions qu'on peut voir dans le Code du travail sur la consommation de vin, de bière, de poirée et de cidre au niveau du travail, justement, le vin est bien un alcool comme les autres. C'est le même éthanol, c'est la molécule qui est dedans. Le même éthanol que dans la vodka Tagada, dans la bière ou dans l'alcool à 70% qui vous sert à nettoyer les plaies. C'est l'éthanol et c'est ce qui est toxique. D'accord. Une autre question peut-être? Eh bien, la bière, ça désaltère. Surtout en ce moment, il fait chaud. Alors, est-ce que la bière, ça désaltère? Ouais. On attend le chat. On est dans la période des réductions sur les packs de bière en ce moment. Est-ce que vraiment ça désaltère? Oui, on va parler plus fort. Ok. Faux. Bon, là, visiblement... Ah ok, 5 ou 6, non. La nuance. Ça dépend de combien on boit de bière. Ouais. Alors du coup, la réponse, le vin était autorisé dans un peu plus de précision, William. Donc plutôt non. Oui, il y a de l'eau dans la bière, comme dans beaucoup d'alcool, heureusement. Donc ça va hydrater, mais la bière, c'est un diurétique. L'éthanol est diurétique puisque le corps a besoin de s'en débarrasser et qu'il dérègle un petit peu la gestion rénale. Voilà. Donc à terme, ça ne va pas nous hydrater aussi bien que de l'eau. Oui, on a une sensation en fait, mais voilà. Donc c'est plutôt non. Donc troisième question, est-ce que l'alcool s'élimine plus vite si on fait de l'exercice? Là encore, c'est quelque chose qu'on entend. Est-ce que le lendemain d'une bonne soirée, voire d'une grosse cuite, on va dire ça comme ça, est-ce que le fait de faire un footing peut servir à quelque chose selon vous? Alors, on vous demande aussi là de participer dans le chat. Donc non, plutôt. On a plusieurs réponses, plutôt faux, plutôt non. D'accord. Oui. Plutôt oui. Il y en a qui veulent peut-être se donner Ce sont des pratiques, on ne pose pas la question pour rien. Il y en a qui ont peut-être des tips, il faudra les mettre dans le chat aussi. Mais...
Alors William, Alors, c'est plutôt non aussi. Donc, l'exercice va augmenter un peu le débit sanguin et donc on va passer plus de sang par minute dans le foie. Mais ce qui fait le goulot d'étranglement, ce qui fait que c'est dangereux de courir en même temps. Ce qui fait le goulot d'étranglement, qui fait qu'on ne va pas éliminer plus vite, c'est le nombre de cellules qui sont opérationnelles dans le foie pour transformer l'éthanol en un non toxique. Donc, plutôt non, on ne peut pas vraiment D'accord. parler réduire. d'intérêt. Après, Non. ce qui peut nous tromper, c'est que quand on fait du sport, on a tendance à On peut boire. boire, on peut diluer un peu et ça peut faire passer les effets plutôt du lendemain. Voilà. Mais l'ivresse et le manque de réflexes, etc., ça, on peut pas l'accélérer. le changer. Ok. Non, quand la dose est là, c'est pas possible. Est-ce qu'une cuite de temps en temps, ce n'est pas si grave? Ah, On alors, à entend ça votre beaucoup avis chez les jeunes aussi, hein, qui disent que bon, ça va, c'est que le samedi soir, c'est pas non plus mortel, quoi. Ça devient même des rituels pour certains. Ouais, ouais. Alors oui, c'est utile. Peut-être qu'on est arrivé après Bah, pour peut-être, Mathias. Alors oui, Mathias, on en discutera. Peut-être la question de la décompression dont on parlera tout à l'heure. Alors va la nuancer, cuite, hein. est-ce que c'est dangereux ou pas de temps en temps? Et ouais, là, les réponses sont assez, Ah, c'est bien assez nuancé. partagées. Ouais. Alors du coup, un petit peu plus de précision. Du coup, Est-ce qu'une cuite de temps en temps, c'est Je vais si y arriver. grave ou pas? c'est pas grave si c'est très très peu régulier, mais c'est plutôt oui. En tout cas, on va plutôt vers si c'est régulier, on va développer de la tolérance pour l'éthanol, c'est-à-dire qu'on peut aller chercher des doses plus élevées. Et il ne faut pas oublier, on va en parler un petit peu plus tard pour les troubles liés à l'usage. On peut se mettre en danger quand on Bien est sûr. en état, voilà. Bon, c'est plutôt Ça dangereux reste quand toujours même. avec modération. Autre question, est-ce que l'alcool fait grossir? Alors Ah là, oui, on va alors voir. ça va intéresser beaucoup de gens. Toujours On va dangereux, voir, ouais. 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 On va- Est-ce que l'alcool fait grossir? Alors, est-ce que vous... Voilà, ça y est, on a des premières interactions qui arrivent. Voilà. Ah, Bon, oui, bah c'est alors là, plutôt pour le unanime. coup, Oui, indirectement. il y en a qui Oui, ont indirectement. oui, parce Oui, que- c'est sucré. Oui. Alors, William, tu peux nous donner Le Donc, la ballon, oui, voilà, il y a un ça fait grossir, c'est calorique, hein, ça vient du sucre, l'éthanol à la base, donc oui, ça fait grossir. Ok. super. Bon. Est-ce qu'un verre de vin par jour, dernière question, est-ce qu'un verre de vin par jour, c'est bon pour la santé? Ça, on l'entend beaucoup. Oui, et encore aujourd'hui, hein, c'est quelque chose effectivement que l'on entend, donc est-ce vrai ou faux? Alors, Oui. alors, William, la réponse? Est-ce que c'est bon pour la santé? Donc plutôt non. Est-ce que ça fait grossir surtout? Non, on a déjà dit ça fait Non, grossir. non. Est-ce ça fait que... grossir, pardon, c'est autant pour fait. moi. C'est fait. Le verre de vin par jour, il a eu longtemps une bonne image puisqu'on sait qu'il y a des antioxydants dans le vin. Sauf qu'il n'y a pas que des antioxydants dans le vin. Et l'éthanol justement qu'il contient et les effets qu'il a sur le corps ne viennent pas compenser les bienfaits des antioxydants. Donc c'est plutôt non. D'accord. Voilà. Bon. Vaut mieux rester au jus de raisin pour avoir les antioxydants. Il y a du sucre aussi, mais Oui, au moins il n'y a sucre. pas l'éthanol. Mais il n'y a Voilà. pas l'éthanol. Hein. Bon, l'eau reste quand même la base pour la déshydratation. On est bien d'accord, Voilà, Tiffany c'est et ça. William. Alors, on a un beau commentaire, pas pour la santé, mais pour le moral. Ah oui, alors ça, c'est deux choses différentes. On Si parle c'est Ça du tombe bon, bien. alors ça, ouais, si c'est On du va en bon vin parler. bio, ça on l'entend quand même assez souvent. Le fait que ce soit du bio ou pas du bio, ça ne change rien. On est bien d'accord, William? Vous voulez prendre du chocolat? Non, ça Ah. ne change rien, c'est le même éthanol bio ou pas. Voilà. C'est la D'accord. même molécule. Alors, pour continuer un petit peu ce moment qu'on passe avec vous, moi, je vais vous faire une petite comparaison entre l'addiction et la dépendance, parce que des fois, la frontière est un peu mince. Donc, on va parler en termes de troubles. L'addiction, c'est l'incapacité à contrôler sa consommation, alors qu'on a tout à fait conscience qu'il va y avoir des effets qui ne sont pas du tout bons pour soi. Donc, on est plutôt sur un trouble du comportement quand on est dans l'addiction. Quand on est dans la dépendance, c'est plutôt un phénomène physiologique qui en fait va vous conduire à aller chercher à consommer à nouveau parce que vous ne voulez pas subir les effets du manque. Donc là, on est plutôt sur un trouble physiologique. Alors tout à l'heure, en début de webinaire, vous disiez que peut-être ça peut faire du bien de prendre une petite cuite de temps en temps. C'est pareil, attention, l'alcool, ça fait
Sur le moment, ça fait du bien quand on est anxieux, ça désinhibe, ça rend joyeux, ça fait un peu oublier les problèmes. Mais par contre, l'effet pervers, c'est que l'alcool est dépressogène aussi. Donc, anxiogène, dépressogène, l'un va avec l'autre. Donc, ça veut dire que quand on est anxieux, on va consommer, mais très vite, on va se retrouver dans un état moral un peu dépressif. Et du coup, on a envie d'y retourner. Donc, attention à la consommation en pensant que, de toute façon, ça va mieux quand je bois un petit coup. Et justement, sur attention quand je bois un petit coup, on va vous présenter ce qui est communément présenté sur le trouble de l'usage de l'alcool. Et je vais donc laisser la parole à William. Juste pour les questions qui passent dans le chat, on va vous répondre, c'est dans les parties juste après. D'accord, ok. Alors, pardon. Donc moi je vais vous parler du diagnostic qui est fait par les médecins et les psychologues. Pour faire ce diagnostic, ils utilisent des critères qui sont référencés dans un référentiel tout simplement pour qu'on ait en quelque sorte des standards pour parler des maladies. Ça s'appelle le DSM. Et donc la pathologie autour de l'alcool ou des addictions, ça va toujours se nommer maintenant les troubles liés à l'usage. Donc on a l'usage qui n'est plus différencié comme auparavant de l'usage nocif, puisqu'on considère que tout usage a des effets nocifs. Mais l'usage, c'est quand on n'a pas les critères qui nous amènent à dire qu'il y a un trouble. Les troubles légers, c'est quand on commence à avoir au moins 2 critères. Donc, par exemple, on a le stéréotype, donc la personne ce dont tu parlais, qui ne peut pas se passer, elle ne peut pas s'empêcher d'aller chercher le produit. Et elle a, par exemple, beaucoup de tolérance, donc elle doit prendre des doses très importantes. On a 2 critères, on est déjà dans le trouble léger. Généralement, quand on est dans ces cas-là, il y a d'autres critères qui s'additionnent, mais on peut avoir aussi, on n'y pense pas tous les jours, justement la cuite de temps en temps. Une personne qui va régulièrement prendre de grosses doses d'alcool et qui a besoin d'augmenter les doses pour avoir l'effet, et qui se met en danger physiquement ou socialement, parce que venir au travail sous l'emprise de l'alcool, c'est un danger social, on peut le voir comme ça. Dès lors qu'on en a conscience. Dès lors qu'on en a conscience, évidemment. Donc là, on est déjà dans le trouble léger. Donc on peut être dans un trouble lié à l'usage sans être à consommer tous les jours. Voilà, c'est possible. Ok. Trouble modéré, trouble sévère ? Trouble modéré et trouble sévère, c'est quand on va avoir de plus en plus de critères. Dans les autres critères, donc, il y a la totale dépendance où vraiment la personne va se réveiller le matin et avoir des tremblements parce qu'au niveau neurologique, il y a des atteintes qui font que l'alcool devient nécessaire pour fonctionner au corps et que ça mettra beaucoup de temps ensuite. C'est une chose qu'on vient dépister dans les infirmeries pour être sûr que la personne n'est pas en urgence vitale. Et voilà. Ok. Alors, c'est important que tu dises que la source est le DSM-5. Alors, on ne va pas faire un cours sur le DSM, mais on va le dire plusieurs fois dans ce webinaire. Ça veut dire qu'on est aussi sur une maladie, et surtout sur une maladie. Parce qu'on entend aussi dans l'inconscient collectif, oui, il a qu'à ou elle a qu'à arrêter. Non, c'est une maladie. Et donc, on va tout de suite passer à l'explication justement de comment ça s'installe, cette addiction, dans le processus. Alors, je te laisse ta place, William. Merci. Donc, on va parler de 2-3 mots un petit peu scientifiques. On va parler neurotransmetteurs, on va parler circuit accumbens et on va parler de l'aire tegmentale centrale. Et on n'en dira pas plus parce que le but, c'est de simplifier les choses et juste que vous compreniez le processus. Donc, le neurotransmetteur, c'est la molécule donc, qui est transmise d'un neuro à un autre. C'est une sorte de message, en fait, pour délivrer une information. Et là, en l'occurrence, ce qui joue, c'est la dopamine. Alors, je vais vous donner un exemple et je vais faire participer Tiffany et William. Vous êtes assis tranquillement dans votre canapé, sur la télé, en train de regarder la télé. Et là, publicité sur le chocolat. Et Tiffany, tu sais que dans ton placard, il y a du chocolat. Donc, tu fais quoi ? Je me lève et puis je vais aller le chercher. Voilà, exactement. On a l'envie de chocolat qui arrive. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le cerveau transmet le message « j'ai envie de chocolat ». Ça, c'est du désir qui monte. Le message, c'est donc la dopamine qui part de l'aire tegmentale ventrale. Là, on est sur le premier cheminement. Donc, ce message plaisir-dopamine, il est livré dans ce fameux noyau accumbens. La dopamine, elle va donc transmettre l'envie et le plaisir au cerveau de manger du chocolat. Donc la dopamine, ça vous l'entendez assez régulièrement, c'est le neurotransmetteur du plaisir. Donc, si ensuite on continue dans l'explication,
Donc voilà, est-ce que je peux avoir l'autre diapo? Merci. En mangeant le chocolat, le noyau accumbens, il va transmettre le sentiment de plaisir. Et là, on arrive sur la récompense. J'attends et j'ai quelque chose, ça me fait du bien, j'ai une récompense. Donc le cerveau, lui, il va relier le chocolat au sentiment de plaisir. Et ça, c'est ce qu'on nomme l'apprentissage. Grâce à cet apprentissage, le cerveau va prédire les récompenses et il va renforcer les actions qui mènent à la réalisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez vous installer dans votre canapé pour regarder la télé, vous allez y aller avec la tablette de chocolat. Exactement. Qu'on aura pris au préalable. Oui, parce qu'après, on ne peut pas se relever. Et oui. Après, on anticipe en fait. Exactement. Hein. Donc, ça, c'est un petit peu le conditionnement qui fait qu'il y a cette anticipation. Donc, le circuit de l'aire tegmentale ventrale plus le noyau accumbens, c'est ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Et il a pour but de mettre évidemment d'autres actions en place et qui sont là du coup nécessaires à notre survie, qui est boire, manger, dormir, se reproduire. Donc, le circuit de la récompense, désir, récompense, apprentissage. Alors maintenant, comment ça marche quand on est dans le circuit de l'addiction? Dans le circuit de l'addiction, on a une libération aussi de la dopamine, hein, souvenez-vous tout à l'heure, neurotransmetteur du plaisir, mais ça va être beaucoup plus fort que dans le cas du chocolat. Quand je consomme de l'alcool, je me sens bien, je me sens un peu désinhibée, on en a parlé tout à l'heure. Donc le bien-être, il est intense, très intense, plus intense que le chocolat. Il est donc mémorisé par l'apprentissage et rien que de penser ou boire de l'alcool, vous avez tout de suite le sentiment de plaisir qui est remémoré. Donc il y a cette anticipation de la récompense et on va se remettre à consommer. Et on va avoir un circuit de la récompense qui va être hyperactif et donc en fait la dopamine va commencer à arriver en grande quantité. Il y a une anticipation aussi. Mais le cerveau, il a un système de défense qu'on nomme l'accoutumance. Donc plus on consomme, moins le cerveau va en tirer de plaisir. Donc là, je pense que vous avez compris ce qui se passe. Il y a une recherche plus importante de l'alcool et donc on a une surconsommation et une perte de contrôle. Donc le désir et l'envie d'alcool, ça va être cristallisé dans votre cerveau et si ce n'est pas assouvi, on va ressentir du manque. Donc en fait, vous comprenez bien qu'on tourne en rond. La recherche de l'alcool va être nécessaire pour ne pas ressentir ce manque et là, ça y est, on devient dépendant à l'alcool. Donc avec tous ces petits schémas et avec toutes ces explications, je pense que là, on est prêt pour vous donner une définition que évidemment, on n'a pas du tout inventée et que je vais donner la parole à William pour vous en faire part. La définition qu'on a choisie, c'est simplement celle de l'OMS, puisque c'est celle qui fait consensus et qui est utilisée. Donc l'OMS définit l'addiction comme un état de dépendance périodique ou chronique à des substances ou des comportements. Donc ce qu'on retrouvait tout à l'heure quand on a posé la question dans le chat, on a de tout. Voilà. Ouais. Comportement, substance, dépendance périodique, enfin chronique on avait plutôt, mais périodique, voilà. Okay. Donc c'est une maladie, il y a cette accoutumance qui fait que des fois on a le sentiment que la personne elle est un peu esclave du produit. En fait ce n'est pas une impression, c'est un fait. Donc le simple fait de dire quand on veut, on peut, la volonté suffit, eh bien non. Hein, et c'est ce qu'on va voir par la suite. Alors, on est à la fin de cette première partie qui était de définir un peu l'addiction parce qu'on ne peut pas venir vous donner des explications sur l'accompagnement d'un salarié en situation d'addiction si on n'avait pas un petit peu posé tout ce schéma-là. Donc, Tiffany va vous exposer le cas d'un salarié. Donc, c'est un cas réel. Évidemment, on a changé le nom, on ne cite pas l'entreprise, mais c'est un accompagnement qu'elle a fait dans une entreprise. Tiffany, je te laisse la parole. Tout à fait. Donc moi, je vais vous présenter la situation de Paul. Donc Paul, c'est un homme, mais on est bien d'accord que cette problématique, elle peut concerner tant des hommes que des femmes. Donc Paul, c'est un salarié d'une société industrielle qui travaille en atelier. Il est donc en contact d'autres salariés qui pratiquent un métier similaire au sien. Et donc, ça n'est pas Paul qui va venir me voir, c'est un de ses collègues qui vient me voir en entretien. Il est un peu inquiet pour Paul parce que depuis un certain temps, il constate qu'il n'a pas l'air dans son assiette. Alors, quand je lui demande plus d'explications, il me dit que il est quand même, il dégage une certaine odeur qui s'apparente très bien à de l'alcool. Il y a des rougeurs, il y a un isolement qui se crée. Paul, des fois, il n'a pas l'air d'être tout à fait disponible pour le travail. Et donc, ce qui se passe, c'est que ce collègue va commencer à observer de manière tout à fait inconsciente ce collègue.
il va en discuter avec d'autres collègues et donc tout le monde va finir par parler de Paul, mais petit à petit, l'isolement se crée aussi parce que ses collègues lui parlent de moins en moins. Voilà, donc l'isolement, il est là, on se retrouve avec une situation compliquée et ce salarié est convaincu que je connais Paul. C'est évident, tout le monde connaît Paul. Eh bien non. Nous, on ne connaît pas Paul. Je questionne mon collègue infirmier qui ne connaît pas Paul non plus. Et donc, se pose la question du mais comment c'est possible que vous ne connaissiez pas la situation de Paul? Il faut avoir en tête que ce n'est pas parce que vous côtoyez un salarié, un collègue quotidiennement que vous observez des choses qu'on observe tous la même chose. Déjà parce que vous le voyez peut-être plus souvent que nous et puis aussi parce que des fois, l'attitude n'est pas la même en fonction de la personne que l'on a face à soi. Donc ce salarié ne veut pas de mal à son collègue, ne veut pas non plus qu'il se fasse virer. Ceci dit, il oscille entre je tolère le comportement de mon collègue et en même temps ça commence à franchement me gonfler, donc j'en deviens intolérant. Donc là c'est votre boulot, faites quelque chose. Voilà. Donc ok, c'est un premier pas et c'est un pas qui est très important puisque ce salarié, s'il n'était pas venu nous voir, on ne serait peut-être jamais allé vers Paul pour aller observer et échanger avec lui, puisqu'il y a cette question aussi du déni chez certains salariés qui n'ont pas conscience de leur comportement, puisque chez eux, ça s'est installé progressivement, que très souvent l'organisation de travail s'organise autour de ça et l'organisation familiale aussi. Donc là, on va vous faire participer, puisque c'est peut-être une situation que vous avez vous-même connue personnellement ou professionnellement. Et donc, on va vous proposer 6 réponses et on va vous demander de participer. Vous rencontrez ce type de situation, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous prévenez le manager? Est-ce que vous allez voir l'infirmière, si vous avez une infirmière sur site ou un infirmier? Est-ce que vous ne faites rien, puisqu'après tout, ça n'est pas votre problème? Est-ce que je vais voir mon collègue en lui disant que bon, c'est bon, j'ai compris, et que maintenant, il faut qu'il trouve un moyen de stopper ça? Est-ce que, 5e possibilité, vous appelez les alcooliques anonymes pour vous renseigner un petit peu? Ou 6e point, est-ce que vous proposez à votre collègue de l'aider? Voilà, on va vous laisser un tout petit peu de temps pour répondre. Vous avez les réponses qui se Vous avez les sont solutions affichées. qui s'affichent. Alors on répondra, on est en train de répondre, en fait il y a une question dans le chat, comment agir avec quelqu'un addict à l'alcool? Vous allez, déjà on commence à répondre à la question et puis derrière on va vous montrer 2 petits circuits du comment agir justement, parce qu'il y a des questions qui sont vraiment pertinentes. Comment réagir face à l'alcoolisme lorsqu'un salarié n'est pas en état de prendre son poste? Bon, là, on voit qu'il y a beaucoup de réponses qui arrivent. Alors, dans l'ensemble, vous êtes tenté d'aller demander prévenir. Donc, prévenir le manager, l'infirmier ou l'infirmière, demander de l'aide. Donc, ça veut dire que finalement, vous êtes dans une action. Donc, en fait, ce qui est important à retenir, là encore, c'est qu'il n'y a pas une bonne réponse. En fait, il y a la réponse qui vous appartient à vous. Et ça, c'est très personnel parce qu'on n'a pas tous le même rapport au produit, que ce soit un produit, que ce soit un écran, que ce soit un jeu, etc. On n'est pas tous sensibles de la même manière et donc automatiquement, on ne va pas réagir de la même manière. Et ça, il faut bien l'intégrer. Ce qui est important surtout, c'est de pouvoir ne pas rester inactif à attendre que quelqu'un le fasse. Oui, tout à fait. De toute façon, quand on considère la personne, c'est déjà faire un premier pas. Donc, effectivement, on ne sait pas forcément comment faire, mais déjà aller vers l'autre et lui montrer qu'on peut apporter de l'aide et le soutenir, ça peut être un déclencheur. Donc, ça, c'est quand même important. Alors, la suite. Je laisse la suite à William sur les signes. Oui. Pour conclure sur le repérage, donc, dans la situation de Paul que tu nous as exposée, Tiffany, on a la stéréotypie justement avec les odeurs, avec le teint rougeâtre, avec peut-être un peu de désinhibition, etc. Donc ça évidemment c'est des signes qui doivent alerter que la personne est sous l'emprise d'une substance au travail. Mais on va avoir aussi des signes qui peuvent être plus subtils, notamment avec aujourd'hui le télétravail où on ne croise pas et on ne sent pas les personnes et la caméra peut être éteinte. On va avoir des signes qui vont se voir dans l'organisation et dans les performances. Donc on peut avoir des retards, on peut avoir de l'absentéisme, on peut avoir des dossiers qui sont rendus pas avec la même qualité ou justement avec des retards aussi de rendu. Voilà, donc c'est des signes qui
qui peuvent amener à penser, et en secourisme on dit toujours le doute bénéficie toujours à la victime, donc si vous vous demandez, c'est qu'il faut agir. Voilà. Dès qu'il y a une suspicion, c'est qu'il faut faire quelque chose. Donc il y a les impressions finalement et il y a la recherche d'éléments factuels Voilà. que l'on va aller chercher pour pouvoir étayer potentiellement un échange avec le salarié ou réfléchir de manière pluridisciplinaire à la manière d'amener le sujet. Et ça, c'est très important de ne pas rester sur une impression, une odeur, parce qu'on peut aussi avoir une odeur suite à la prise de médicaments. Oui. Oui, tout à fait. Et on peut avoir des signes d'ivresse qui ne sont pas liés à une substance. On a des maladies, moi j'en ai pris en charge, des maladies neurologiques qui donnent des signes qui ressemblent de très près à... Voilà, et ce n'est pas de la consommation qu'il y a derrière. Le but n'est pas de s'improviser médecin. Hein. Non. Il y a, Non, parmi justement. vous avez aussi des structures Tout à fait. où un médecin peut être en place et c'est important Oui, d'en là, c'est parler. une chance. Oui. Voilà. Donc l'idée, c'est d'enclencher quelque chose, mais de ne pas s'improviser, ni infirmière, ni psychologue. Voilà. Mais au moins de commencer à enclencher quelque chose, parce qu'en plus, chacun va réagir aussi avec son histoire, son vécu, ses émotions. Donc voilà, le but est de... Et puis peut-être en parler à un collègue en disant « j'ai remarqué ça ». Qu'est-ce qu'on fait? Des fois, à plusieurs, on a des, c'est moins. On peut avoir ce sentiment de dire oh, je vais dénoncer. Oui. Donc voilà, je suis dans la délation. On a aussi parfois dans les entreprises des situations qui sont protégées où le salarié il vient alcoolisé et il est protégé par le manager ou les collègues qui le font entrer, voire le raccompagnent, ce qui est interdit. On rappelle, on va en parler un petit peu plus tard. Mais voilà, on peut agir de plein de façons, mais il y a des façons où vous ne protégez pas forcément la personne, même si vous essayez. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on aide, oui, mais finalement, on n'aide pas parce qu'en fait, on ne vient pas agir sur la source du problème, mais là encore, on s'adapte au problème. Oui. Et ça ne tient pas très longtemps. Alors, avant de répondre, avant d'aller sur la troisième partie, on va juste faire une petite pause et répondre à quelques-unes de vos questions. Donc, comment réagir face à l'alcoolisme lorsqu'un salarié n'est pas en état de prendre son poste? Ça, on le dit juste après, Tarita, donc on vous donne la réponse juste après. Comment agir avec quelqu'un qui est addict à l'alcool au travail? Bon, là, je pense qu'on vient de vous donner quelques pistes. Travail avec des enfants, tolérance zéro. Alors ça, en fait, s'il y a une réponse qui est simple, il faut se rappeler que le Code du travail n'interdit pas la consommation. C'est bien pour ça qu'il y a des exceptions, elles sont cadrées. Le Code du travail n'interdit pas la consommation. Par contre, le principe, c'est qu'on refuse l'ivresse. C'est comme tout à l'heure, on était dans l'usage et le trouble lié à l'usage. On n'interdit pas la consommation. Donc, ça serait une très bonne question à poser à un juriste, je pense. Oui, comment on peut, auprès d'enfants, imposer une tolérance zéro peut-être? Je sais pas si c'est possible. Après, ça dépend aussi peut-être des règlements intérieurs, mais enfin, il y a les droits de chacun. Par contre, on ne va pas aller sur ce terrain-là parce qu'on n'est pas juriste. Non, donc, mais c'est une très bonne question. Mais en fait, que vous soyez dans un milieu avec des enfants ou que vous soyez sur un autre milieu professionnel, dès lors qu'une personne se pointe au boulot avec une attitude qui ne lui permet pas de travailler, que ce soit des enfants ou que ce ne soit pas des enfants, elle ne peut pas travailler. Donc tolérance zéro, on vous expliquera par la suite, on vous proposera un schéma un petit peu de prise en charge pour ce type de situation. Effectivement, c'est soit on ignore, soit la plupart du temps, et c'est ce qui se passe, il faut intervenir. Oui, enfant, pas enfant. Alors enfant, on se dit qu'il y a une prise en charge d'autrui, mais c'est la même chose dans le soin, c'est la même chose lorsque vous êtes dans le commerce et que vous vous présentez à quelqu'un d'autre. Voilà. Ok. Bon, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors... en collègue, mais un collègue, non, mais quand la hiérarchie... Quand on est en collègue, quand la hiérarchie le sait et ne fait pas, par exemple, ça aussi, c'est... on va en parler dans Agir. C'est une bonne question aussi, parce que les deux cas sont... Donc là, on est sur la dernière partie de ce webinaire. Merci d'être toujours avec nous. Alors, William, pourquoi justement on doit intervenir? Alors, pourquoi on doit intervenir? Je vais te laisser citer l'article rapidement. Mais... Alors, 41.21.1 du Code du travail. Donc, si vous ne connaissez pas l'article 41.21.1-1 du Code du vous travail, vous appelez Karen. C'est l'article de Karen. C'est l'article qui oblige l'employeur à prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés, la santé physique et mentale. Donc l'employeur, à partir du moment où la personne rentre dans sa journée de travail, ça peut être en télétravail comme sur un site, on se rappelle, un accident du travail à la maison, ça existe. À partir du moment où elle rentre sous sa responsabilité, il doit agir. Il ne peut pas laisser une personne qui peut être en danger physiquement ou psychologiquement ou socialement
ou mettre en danger d'autres personnes. C'est-à-dire, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais en psychiatrie, on fait aussi une différence. La pathologie, c'est très souvent quand on devient dangereux pour soi-même ou pour les autres. Bien sûr. Avant ça, on a juste des caractéristiques humaines. Voilà. Okay. Donc, le code du travail va obliger l'employeur à intervenir. Ça, c'est clair et c'est noté. À côté de ça, en rapport avec la question de si on est en collègue et que la hiérarchie le sait, et peut-être qu'il n'y a rien qui n'est fait, ou on a l'impression que rien n'est fait, parce que c'est rarement qu'il y a vraiment rien qui est fait. Mais il y a aussi le code pénal qui fait que derrière, tout à chacun, qu'on soit le collègue de Paul, le manager de Paul, le manager de Paul, on doit intervenir parce que c'est une personne en péril, c'est une personne qui peut se mettre en danger. C'est comme l'histoire de la personne qui sort de boîte de nuit alcoolisée et qui est passée devant 45 personnes qui auraient pu lui retirer ses clés et qui finit dans un fossé. Là, on a exactement la même chose avec Paul. Dans l'entreprise, on voit que la personne est susceptible d'être en danger, on a une suspicion, mais il faut l'orienter. Donc, on va en parler un petit peu après. Donc, en définitive, excuse-moi, il y a le code, les règlements. Et puis, il y a le fait d'être à l'aise ou non. Pour en parler tout à l'heure, il y avait une question sur le rapport au manager. Le manager, on l'entend souvent, il est payé pour manager, donc il est payé pour prendre en charge ce type de problème. Il faut avoir en tête que manager, direction, peu importe votre étiquette, ce n'est pas parce qu'on a une étiquette qu'on est à l'aise à gérer le problème. Donc, quand on n'est pas très à l'aise, qu'est-ce qu'on fait ? On fait l'autruche. Donc, on sait qu'il y a un règlement intérieur, mais parfois, on va faire l'autruche parce que ça tient, parce que même quand on est manager, on a aussi des fois la crainte d'avoir un impact sur l'emploi de la personne. On se dit, mais si je vais porter ça à ma direction, est-ce que derrière, il ne va pas être licencié ? Je vais encore plus le mettre en difficulté. Donc, effectivement, l'idéal, c'est de respecter ces règles, c'est de prendre en compte le fait qu'on on a une mission et que cette mission, parfois, elle nécessite d'aller cadrer et prendre soin de ses effectifs. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec ce sujet, que vous ne savez pas comment le prendre, nous, en fait, on est là pour ça. Vous avez une médecine du travail qui peut être conseil, vous avez des fois un service social, vous avez des fois un psychologue qui peut vous aider à prendre en main ce sujet. Donc ça, on vous en reparlera ensuite. Et puis, quand les signes sont vraiment avérés, je pense que vous pouvez aussi dire à votre collègue, écoute, là, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est un peu manifeste. On peut aussi prendre le cas de quelqu'un qui va dire, oui, j'ai besoin d'aide, parce que là, on fait comme si la personne nous disait non, mais on a des gens qui peuvent dire, oui, j'ai besoin d'aide, mais je ne sais pas comment agir. Vous, dès l'instant où vous avez réussi à créer un peu ce qu'on appelle, nous, en psychologie, cette alliance, n'hésitez pas à dire, écoute, on va le faire ensemble et je vais t'accompagner pour un passage de relais optimum. Après, si vous découvrez votre collègue en état d'ivresse manifeste, il faut lui dire aussi que maintenant vous êtes détenteur de ça. On nous pose souvent la question sur les personnes, aussi sur les tentatives de suicide. C'est pareil, vous êtes détenteur de ça, c'est manifeste. Vous lui dites, moi je vais être obligée d'agir pour te mettre en sécurité parce que justement je ne peux pas faire l'autruche. Alors ça demande du courage, on est bien d'accord, mais c'est aussi pour ça que dans les entreprises, il y a des services qui peuvent vous accompagner. Et sur ce sujet-là, petite fin de digression. En secourisme, on va toujours sur l'alcool, sur la personne qui est sous l'emprise d'une substance ou qu'on suspecte être sous l'emprise. On a une case qui est le malaise, le mal à l'aise, elle rentre dedans. Et ça, c'est bien écrit dans les référentiels de secourisme qu'on doit agir, on doit alerter, on doit appeler, même si la personne s'y oppose. C'est-à-dire que ce n'est pas la personne qui a le choix. Dès lors que vous êtes en connaissance, vous avez une obligation de moyens qui se lance, qui est prévue dans le code pénal, c'est que vous devez faire devant une personne en danger, en restant en sécurité évidemment, s'il est agressif, etc. On parle d'autre chose, mais l'alerte, c'est le minimum qui est attendu. D'accord. Et il se passe dans l'entreprise, ce n'est pas forcément appeler le 15. Si vous avez un infirmier, une assistante sociale, etc., vous passez la main, mais il faut agir. Voilà, ça, il faut le retenir. Donc, on va vous présenter les deux schémas, en fait. On a déjà un petit peu empiété, mais il y a notamment une question qui avait été posée tout à l'heure, c'est comment on fait pour raccompagner, et on va répondre à cette question. Donc, je laisse la parole à William et à Tiffany. Super. Alors, on vous propose deux cas de figure. Il y a le cas de l'ivresse avérée et ensuite, on vous parlera de la suspicion. Donc, l'ivresse avérée, on revient au cas de Paul. Vous le croisez dans un atelier, dans un bureau, peu importe. Il titube, il a des propos incohérents peut-être. Il n'y a pas de grand doute sur l'ivresse manifeste. Donc, il faut se rappeler qu'un test, un éthylotest ou un coup d'éthylomètre,
C'est possible, c'est prévu généralement dans les règlements intérieurs ou les notes de service. C'est possible, mais attention, c'est possible à condition que ce soit légitime, parce qu'on rappelle, la consommation n'est pas interdite. Ce qui est interdit, c'est d'être ivre. Le test, il va être du coup possible si la personne elle a un poste où elle peut mettre en danger les autres. Du coup, là, c'est là où la nuance, moi je ne suis pas juriste, mais clairement, la nuance, ça peut être assez large, mais conduire, simplement, ça met en danger les autres. Voilà. C'est en danger les biens et les personnes. On a les deux. Hein. Donc, oui, quelqu'un qui travaille sur une machine, il se met quand même en danger et oui. il peut mettre potentiellement son collègue en danger. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Donc le test est possible. Là, je parle en dehors de la prise en charge infirmière pour mon côté. Le test est possible côté ressources humaines, direction, etc. S'il est prévu dans le règlement. Ensuite, nous, on vous propose, c'est l'orientation vers le moyen de secours ou le soignant qui peut être sur site. Donc s'il y a un infirmier, une infirmière, je ne vais pas dire c'est l'idéal, parce que l'idéal, ce serait une équipe de soins entière, mais s'il y a déjà un infirmier ou une infirmière, nous, notre rôle, on va en parler un petit peu plus tard, mais ça va être sous couvert du secret, peut-être de faire un test du coup qui ne sortira pas de l'infirmerie, mais lui, il va être à visée diagnostic. Il peut nous servir des fois aussi comme pied de biche, entre guillemets, pour mettre la personne en face de la réalité de la journée, là, qu'elle est alcoolisée, on a la preuve factuelle. Ça ne sort pas de l'infirmerie, mais voilà. Okay. S'il n'y a pas d'infirmier, infirmière, ça va être vers un sauveteur secouriste du travail, qui, comme je le disais tout à l'heure dans la case malaise, va devoir alerter. Et s'il y a défaut aussi de ce côté, je rappelle qu'on est secouriste parce qu'on a une victime en face de soi, on a quelqu'un qui va mal, on n'est pas secouriste parce qu'on est formé. Donc là, l'idéal, c'est que ce soit quelqu'un qui porte la responsabilité de l'entreprise, qui le prenne en compte et qui alerte. Il faudra alerter, et quand j'entends alerte, s'il n'y a vraiment personne, ça va être appeler le 15 pour être sûr que ce n'est pas autre chose ou qu'il n'est pas en train de faire un malaise grave. Okay. Voilà. Ensuite, il y a l'évacuation. Du coup, l'évacuation, c'est vraiment très intéressant qu'elle soit prévue dans un process. Déjà, ça aide beaucoup les infirmières à ne pas galérer dans l'infirmerie pour trouver un taxi à une personne, etc. Donc nous, on essaie toujours de faire passer par des proches qui connaissent peut-être le sujet et on peut avoir aussi une alliance aussi avec eux. Mais l'évacuation, si elle est prévue et claire dans un process, que si la personne... Alors, ce n'est pas la personne alcoolisée, si la personne ne peut pas rentrer par ses propres moyens, c'est prévu. Bon, ça sécurise et ça aide vraiment... Ouais, alors pour répondre à la question qui a été posée tout à l'heure, parce que nous on a eu le cas une fois en entreprise, c'est pas deux collègues qui prennent la voiture de la personne alcoolisée, qui ramènent la personne chez lui et qui dit bah moi après je te ramène avec ma voiture, parce que ça c'est on le voit hein, vraiment si on vous le dit c'est qu'on le voit régulièrement, c'est pas comme ça qu'il faut agir, même si ça part d'une bonne intention. Là, il faut vraiment être prudent. Et William le disait, et c'est aussi très important, il faut penser à avoir des process. Alors, nous, chez l'Humanity, on peut vous accompagner hein, dans la mise en place de ces process, notamment un petit peu comment ça se passe, parce que il ne faut pas avoir process à outrance, mais des fois, prendre la fiche pratique quand on est face à un événement, c'est bien d'avoir aussi ce support pour pouvoir savoir comment agir. Donc, ça veut dire que le process, on n'a pas un process type, on va adapter le process à vos moyens. Est-ce que vous avez un médecin du travail sur site? Est-ce que vous avez un infirmier sur site? Est-ce que vous avez des SST? Et si oui, en nombre suffisant sur l'intégralité de l'amplitude horaire, etc., etc. Donc là, on n'a pas une réponse. Mais par contre, la réponse qu'il faut retenir, c'est effectivement pas de bidouille avec des collègues qui vont faire du service taxi. Hein. Oui, et du coup, ça porte presque bien le nom. C'est même pas un service taxi que font les collègues, c'est un service d'ambulancier. C'est une personne malade, c'est un malaise, c'est une personne qui n'est pas en état de santé normal pour la transporter. Moi-même, on avait essayé de voir juridiquement si ça passait, que l'infirmier transporte dans le véhicule de l'infirmerie la personne chez un médecin, pas chez elle, mais chez un médecin. C'est impossible. Et puis, vous ne pouvez pas savoir. Les personnes peuvent avoir des réactions en fonction de l'état d'ivresse que vous ne pourrez pas... Voilà, si vous êtes en train de conduire, etc. Donc, c'est aussi ça qu'il faut prendre en charge, c'est la sécurité. Alors, on fait peut-être une petite parenthèse pour répondre à la question. À la charge financière de l'employeur, ça, c'est une question qui se pose toujours. Généralement, c'est prévu... justement dans le process de retour à domicile de la personne ne pouvant rentrer par ses propres moyens, parce qu'on a le cas de la présence de la personne sous emprise d'une substance, mais on a aussi la personne qui vient montrer qu'elle est malade, grippée à 42 fièvres le lundi matin, et on ne peut pas la faire rentrer seule. Il n'y a pas de règle écrite, mais généralement, si on ne peut pas travailler, on ne peut pas conduire.
Il y a évidemment des nuances, mais de base, c'est ça. Oui. Et après, on réfléchit. Mais Oui. si personne peut venir la chercher, du coup, ça va être ça. Est-ce qu'elle paye le taxi? C'est à des discussions de CSSCT souvent. C'est vraiment... Ok. Donc, ça vous appartient. le 15 peut être de bons conseils déjà le 15, pour savoir comment oui. procéder et puis ça permet aussi de couvrir parce qu'on n'est pas médecin. Tout à fait. Ensuite, est-ce qu'on fait appel aux proches d'un salarié? Ça veut dire que dans le dossier RH, il est nécessaire d'avoir un proche à contacter. Une personne Oui, de c'est Est-ce vraiment confiance. intéressant. voilà, est-ce qu'on conclut une alliance avec une société de VSL ou de taxi de proximité et se pose effectivement la question du coût à la charge de l'employeur ou à la charge du salarié? Voilà, ça c'est quelque chose pour lequel on ne va pas avoir de réponse précise si ce n'est appeler le 15 Oui. et réfléchissez à cette situation avant tout problème. On est assez mauvais généralement quand on réfléchit dans l'urgence sur ces Tout à fait. questions-là. Et le 15 ne va pas forcément vous envoyer une ambulance. Ça, je le rappelle, c'est même extrêmement rare s'il y a ambulance, c'est qu'il y a des signes d'aggravation voilà. Nous, dans l'infirmerie, on va aussi passer par des questions sur la crise suicidaire, sur des choses comme ça, où évidemment, s'il y a des signes psychologiques ou physiques, qu'il y a une détresse, là, il y aura une ambulance. Ok. On est clair. Mais généralement, c'est retour à domicile. Et le 15, on rappelle que c'est enregistré. Il peut aussi vous retirer le côté responsabilité, puisque si le médecin dit il peut rentrer par ses propres moyens parce que l'éthylotest il est négatif, et que, etc., vous êtes couvert. Là, c'est enregistré. On suit l'avis médical. Super. Voilà. Donc, sortie de l'évacuation, on passe sur la prise en compte au sein de l'organisation, parce qu'on ne peut pas s'arrêter là. La personne a été évacuée, que ce soit chez elle ou en milieu hospitalier. Il est nécessaire après que l'organisation se cale sur concrètement qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on prévoit un entretien de retour? Est-ce qu'on contacte la personne au cours de son absence? On se tient au courant à savoir si un arrêt maladie va être ou non proposé par le médecin qui suit le salarié. Il faut à un moment donné se poser parce que souvent ce que l'on observe, c'est que voilà, la personne est évacuée, ça nous a pris un temps plus ou moins long, ça nous a mis en retard du coup sur les tâches du jour ou de la semaine. Donc après, on embraye sur l'activité. Et le souci, c'est que lorsque le salarié revient, eh bien, très souvent, il revient et il ne se passe rien. Donc, soit il ne se passe rien, soit il y a un entretien de cadrage qui est proposé et là, il tombe un peu comme ça, sans accompagnement derrière. Est-ce que demain, vous avez une personne qui est en arrêt, qui a eu un trouble du comportement pour une affection tout à fait autre que l'addiction? Est-ce que vous le recevez et puis vous lui mettez un tir? Pas forcément. Toujours se rappeler que l'addiction, c'est une maladie. Donc effectivement, il peut y avoir recadrage, mais surtout, il va falloir se poser la question de l'accompagnement. Donc la prise en compte au sein de l'organisation et donc après, quid de l'accompagnement médico-social? Et ça va dépendre de la présence ou non d'un service médical sur site, d'un service social sur site et ensuite, quel accompagnement RH? Est-ce qu'on conclut un entretien de retour? Si l'entretien de retour se fait, est-ce qu'il se fait avec le manager et le RH? Voilà, comment on l'organise et qu'est-ce qu'on va aller questionner? Ensuite, l'accompagnement médico-social, il est très important et tout ça, c'est complémentaire. En fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre en place un maillage autour du salarié. Alors, il ne s'agit pas de faire de l'assistanat, parce que ça, je l'entends très souvent. Il s'agit d'accompagner le retour à l'emploi. L'addiction est une maladie. On accompagne le retour à l'emploi de la même manière qu'on accompagnerait un retour de cancer. La seule chose qui est importante, c'est qu'il ne faut pas oublier que dans le cadre du soin lié à une addiction, il y a souvent des rechutes. Et les rechutes font partie du soin. Donc là, par exemple, l'accompagnement RH, c'est peut-être de conclure une charte en interne, c'est peut-être d'un moment donné de faire signer un contrat d'engagement à la personne qui reprend le travail et c'est de se dire à un moment donné, tu t'engages, toi en tant que salarié, à venir au travail en étant en état pour travailler. Voilà. Si le matin, tu te lèves, tu as consommé la veille, la nuit, etc., tu n'es pas en capacité de bosser, tu ne viens pas, tu vas chez ton médecin. Point. Si tu viens, tu t'exposes au règlement intérieur. Voilà. Alors, est-ce qu'on... Juste pour finir. Alors, fini parce qu'on a promis de tenir dans un délai. Donc, Oui, il y a quelque chose qu'on n'a pas cité sur l'accompagnement RH. Il y a quelque chose, il y a une arme RH quand même quand la personne
on suspecte ou qu'on l'a prise plusieurs fois, etc., il y a la visite à la demande de l'employeur. Il faut se rappeler que c'est la seule chose que vous avez côté RH pour pousser la personne, pas de force, mais obligatoirement, vers un soignant. On se rappelle aussi, quand tu parlais de les gens qui reviennent, c'est eux qui reviennent. On ne les fait pas revenir, c'est eux qui reviennent. La maladie, il faut qu'ils soient autonomes, ça vient d'eux. Et si visite médicale il y a, expliquez au médecin le pourquoi vous envoyez le salarié. On perd trop de temps avec des visites médicales qui au final n'ont aucun bénéfice parce que le médecin reçoit la personne sans vraiment savoir le pourquoi il la reçoit et l'entretien se termine, résultat, on n'a pas du tout avancé sur la situation. Il ne faut vraiment pas hésiter à faire du lien pour expliquer le pourquoi la visite médicale. Idem pour le salarié, un salarié qui ne sait pas pourquoi il va voir le médecin, c'est compliqué. Oui. Toujours se dire qu'on peut tout à fait dire au salarié, écoute, aujourd'hui, depuis un certain temps, je constate que tu n'es pas dans ton assiette, des éléments factuels, nous, on t'oriente vers le médecin du travail parce qu'à un moment donné, on ne peut pas te laisser dans cette situation comme ça, tu ne vas pas bien. Voilà. Soit on ne fait rien et on te laisse t'enliser, soit à un moment donné, on va essayer de t'aider. Et cette visite, elle peut avoir vraiment une utilité pour enclencher quelque chose. Voilà. Donc là, c'est vraiment le cas de l'ivresse avérée. Maintenant, on va voir le deuxième cas de figure. La suspicion. Voilà, on est sur la suspicion. La suspicion, c'est plus compliqué parce qu'on n'est pas très à l'aise. Concrètement, c'est est-ce que je suis dans le vrai ou est-ce que je me plante? Est-ce que ce que j'observe, ça relève vraiment d'une problématique de santé ou est-ce que c'est un problème managérial avec un comportement à recadrer Et donc là, c'est très important. Donc, nous, on va venir vous accompagner donc dans le cadre d'entretien conseil, manager, assistant social ou manager infirmier, voire même les trois, on peut bosser ensemble. Il peut aussi y avoir les RH dans le respect sans problème. Voilà, toujours, oui, ça c'est sûr. On est quand même soumis à une certaine déontologie professionnelle. Donc nous, on va venir vous conseiller dans le cadre de la maladie de la maladie. Voilà. Et donc là, se pose la question du OK, concrètement, qu'est-ce qui vous inquiète? Voilà. Qu'est-ce qui vous inquiète? Vous nous expliquez ce qui vous inquiète et nous, on va venir vous aider sur OK, pourquoi ça vous inquiète? Est-ce que c'est factuel? Est-ce que c'est pas factuel? Etc., etc., etc. Et après, on va venir potentiellement vous aider à structurer un entretien à venir. Parce qu'ensuite, troisième point, c'est intéressant de faire un entretien manager-salarié. Donc là aussi, il peut y avoir également le RH. Voilà, c'est quelque chose qui s'organise là encore. Et ça va permettre de poser les choses, de se dire voilà, on a observé des choses. Ça nous est remonté par certains de tes collègues, ça nous est remonté par un client qui est passé dans l'atelier et qui s'est quand même questionné sur ton attitude, etc., etc. Donc nous, on s'inquiète et on a besoin de poser les choses avec toi et voilà, on voit après comment l'échange se passe. Et là, on se retrouve sur deux cas de figure. On peut avoir un salarié qui dit « Ah non, mais alors moi, j'ai aucun problème, j'ai fait la chouille hier, c'est bon, aujourd'hui je ne suis pas très frais, mais… » Non, sinon, aucun problème, quoi. D'accord? Donc, finalement, c'est un refus, un déni, peut-être aussi. Et puis, il y a le salarié qui va vous dire, en fait, non. Bon, moi, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai une dame qui, en fait, est en cours de traitement et qui, effectivement, prend un traitement qui, en fait, a un impact sur son estomac. Et en fait, elle dégage une odeur, voilà, ne serait-ce que le haleine. Et puis également, elle transpire. Et bien, en fait, il n'y a pas d'alcool. Mais c'est à nous après aussi de dire, écoute, je me suis trompée, tant mieux, mais il fallait quand même que je te le dise parce que si ça avait été le cas, je me voyais mal te laisser là avec ton sujet et faire comme si je voyais rien. Parce qu'en fait, je suis dans la bienveillance. Et le « je suis dans la bienveillance », on peut le dire, c'est pas un faible quand on est manager, RH ou autre, que de dire « je me suis inquiétée, je suis dans la bienveillance » et non pas « je suis dans le jugement et je vais te mettre un tir à la fin du rendez-vous ». Voilà. Donc là, si accord du salarié, eh bien nous, ça, service médico-social et psy, c'est une super porte d'entrée. Plus on le prend tôt, mieux c'est. On a des situations de séparation conjugale qui se passent très mal. On a des gens qui se retrouvent seuls suite à des deuils. On a tout un tas de choses qui font qu'à un moment donné, l'alcool a été un soutien, a été une source de plaisir à un moment donné où on manquait de plaisir. Voilà. Et donc ça, c'est hyper important et surtout, on parvient à accompagner le salarié sur un mieux beaucoup plus rapidement que si on laisse la situation s'enliser. Merci. Donc ça, on vous accompagne pour travailler ça dans le cadre de chartes ou autre. Et sur la suspicion, on dit aussi, on n'amène pas de problème où il n'y en a pas. Oui. Donc le fait d'en parler, ça ne va pas amener des choses, il n'y a que du bénéfice à en parler.
C'est encore mieux de se tromper finalement, ça va Bien soulager sûr. tout le monde. Oui. Mais Oui. voilà, il n'y a que du bénéfice à en parler. Pensez-y pour le télétravail, on ne sait jamais. Oui, le télétravail, c'est un vrai sujet par rapport à l'alcool. Alors, on va donc reprendre, enfin on est plutôt en fin d'intervention, mais ça nous paraissait important, voilà, pour conclure tout ça, de chacun de vous exposer en fait nos rôles. Donc, je vais laisser la parole à William en quelques phrases, Oui. si tu peux expliquer ton rôle. Pour expliquer le rôle de l'infirmière ou de l'infirmier dans l'entreprise autour de ces contextes d'addiction, nous, on va vraiment être là à J0 en fait. Notre utilité, ça va être de prendre en charge la personne pendant le malaise. Donc, quand la personne est suspectée d'être sous l'emprise ou manifestement sous l'emprise, généralement, ils sont accompagnés par leur manager, par un RH, par des collègues aussi qui mettent la main sur l'épaule et qui disent « ça va pas, viens, on va à l'infirmerie ». Et on va prendre... la première chose, c'est dépister l'urgence. Ce qu'on veut, c'est que la personne, dans sa pathologie, elle a des risques pour sa santé. Ce qu'on veut, c'est savoir dans l'heure si elle est en danger ou pas. Donc on peut avoir une personne qui est alcoolisée fortement et régulièrement, qui, pour une raison X ou Y, n'a plus accès à la substance pendant quelques temps, ou qui a essayé de faire un sevrage un peu sauvage, ça arrive. Ça, c'est très dangereux, parce que comme on le disait tout à l'heure, ils ont le fonctionnement du cerveau qui a un petit peu changé, et sans médicaments, ils peuvent partir vers ce qu'on appelle le délirium très mince, les crises convulsives, etc. Et c'est une urgence vitale quand on tombe là-dedans. On peut avoir l'autre cas, mais peut-être moins, enfin, je pense qu'on le croise moins, mais où la personne est vraiment intoxiquée et qu'elle tombe jusqu'au coma éthylique, qui peut avoir une image un peu, c'est les soirées étudiantes. Ouais. Donc Et toi, là, du ton vomi, rôle etc. dans tout ça, Voilà. si tu devais donner des verbes, tu dirais quoi? C'est William dépister l'urgence. Ça va être écouter évidemment, alors autant que c'est possible, parce que la personne sous l'emprise, on ne va pas avoir le même accès que quand elle ne l'est pas. Donc on va l'écouter, on va la sécuriser, ce dont tu parlais tout à l'heure Karen, on va mettre les mots, on va la mettre un peu en phase d'effet aussi, mais on va essayer de sécuriser pour lui dire qu'il y a des moyens, que c'est une maladie, on répète, voilà, c'est des choses qu'on rappelle tout le temps. Et évidemment, on va orienter, ça c'est un peu notre spécialité quand même les infirmiers, on est là pour trouver le problème et envoyer la personne vers la personne la plus pertinente derrière. Donc il y a évidemment le médecin du travail s'il est présent à côté, etc. Bien sûr. Le 15 qui va orienter si besoin, et l'assistante sociale du travail ou la psychologue. Alors justement, le rôle de l'assistante sociale au travail, Tiffany. Alors, nous, on va intervenir parfois en amont. Donc, ce qu'on vous expliquait tout à l'heure, dans des sollicitations qui peuvent être des collègues. On n'a pas parlé des CSSCT, mais on a aussi des fois des membres du CSSCT qui viennent nous voir, qui ne connaissent pas forcément la personne, mais qui en ont entendu parler. Voilà, donc on va être en amont où on va pouvoir questionner ce que l'on entend par un problème. Pour vous, qu'est-ce qui est problème? Voilà, et on va pouvoir accompagner parfois vers justement la médecine du travail avec qui on va travailler de manière complémentaire, clairement. Et on a après, donc l'après, diagnostic ou déni, mais l'après. Et donc là, il va y avoir forcément de l'écoute, du conseil, tant pour le milieu professionnel que la famille, qui va avoir souvent besoin d'accompagnement, le salarié, parfois les collègues. Donc on va être sur de l'accès au droit. Quand on a une problématique d'addiction, généralement on a embarqué beaucoup de choses. On peut avoir embarqué le budget, on peut avoir embarqué son couple, on peut avoir embarqué ses enfants. Il y a énormément de choses qui s'adaptent à la problématique jusqu'à ce qu'à un moment donné ça lâche. Voilà, donc l'idéal, c'est quand même qu'on intervienne avant. Donc nous, on va intervenir sur tout ça. On va orienter aussi beaucoup. Alors quand on a la chance d'avoir un service médical sur site, c'est top. Souvent, ce n'est pas le cas. Donc quand c'est comme ça, on va orienter vers la médecine du travail, mais on va aussi orienter vers du psy. Parce que quand on s'oriente vers un produit, quel qu'il soit, il y a une raison et parfois elle est tout à fait inconsciente. Il y a un manque de quelque chose qui fait qu'on va venir combler par un produit. Et donc ça, c'est un travail que d'aller orienter, parce que si vous dites à quelqu'un « tu devrais aller voir le psy », il va vous dire « oui, oui », et en fait ça veut dire « non, non ». Donc c'est tout un travail que d'amener, d'orienter. Et une fois qu'on a fait ces orientations-là, eh bien parfois on va coordonner. Alors des fois il n'y a pas besoin de coordination parce que ça se passe très bien. Et des fois c'est un petit peu plus compliqué et on va aller vérifier que ça roule, tenant compte des délais aussi pour avoir des rendez-vous. Voilà, tout à fait.
Donc ensuite, je passe la main à Karen. Nous, en tant que psychologue, ce qui est important aussi de noter, c'est qu'il y a des personnes qui sont spécialistes dans l'addiction. D'accord ? Ils sont spécialisés de l'addiction, des addictologues. Voilà, on peut avoir des psychiatres qui sont aussi spécialisés dans l'addictologie. On a des psychologues qui sont spécialisés dans l'addictologie. Nous, en l'occurrence chez l'Humanisi, quand on a la chance de travailler tous les trois et avec les équipes qui nous accompagnent, qu'on remercie au passage, qui sont d'ailleurs très réactives, ce qui est important, c'est d'accueillir. Vraiment, le code de déontologie des psychologues, c'est non-jugement. Hein. Donc, on accueille ce que la personne vient nous poser, on écoute, on accompagne, alors on entend un peu les mêmes termes, et on fait de la psychoéducation ce que ne font pas mes deux autres collègues. On explique justement ce qui se passe et on met un mot et on parle de maladie. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Très souvent derrière, je ne vais pas généraliser, mais on a une problématique probablement souvent de dépression. Donc on va chercher pourquoi le contexte met la personne dans cette addiction-là, l'environnement familial, comme tu le disais aussi Tiffany. Et une fois qu'on a fait cette psychoéducation, où on a expliqué aussi ce qui se jouait, le but est d'amener la personne vers un suivi, vers une orientation, où on explique qu'il y a des personnes qui peuvent être là pour accompagner l'addictologie, parce que c'est quand même encore tabou. Et selon les cas avérés, moi je travaille avec les personnes pour les amener à accepter aussi une hospitalisation. Et je suis un passage relais. On parlait tout à l'heure du secret professionnel. Si la personne qui est en face de moi me dit moi je veux bien que tu appelles mon généraliste, je m'en saisis et je le fais bien sûr. Et là, on va vers une prise en charge pluridisciplinaire parce qu'on sait que c'est très important d'avoir cette prise en charge pluridisciplinaire. On peut avoir des rechutes, ce n'est pas l'objet de ce webinaire, mais on en fera un autre avec grand plaisir sur justement les cas de rechute quand on met en place des situations de changement. Et là, c'en est une. La rechute, ça ne veut pas dire qu'on a échoué. Ça veut juste dire qu'il y a eu une petite rechute et dans ces cas-là, on recommence le processus d'accompagnement. Et la personne, elle a souvent progressé Bien dans sûr. la rechute. Souvent, elle a identifié les motifs de sa rechute. Exactement. Donc, c'est plutôt un signe aussi qu'elle avance. S'il y a eu rechute, c'est quand même qu'il y a eu déjà tentative. Ça, c'est très important. Parce que souvent, ce que l'on entend, c'est « Ouais, mais lui, il a ce problème-là, ça fait 20 ans, quoi. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?» Mais en fait, si on raisonne de cette manière-là, on ne fait jamais rien sur rien. Donc, il faut avoir en tête qu'il faut commencer quelque part. Après, on n'est pas un médicament, on n'est pas un pansement, on ne peut pas faire ça pour la personne. Mais la seule chose que l'on peut faire, c'est de lui dire, là, il y a une situation qui n'est pas normale. Voilà. Et nous, on va cesser de s'adapter. Mais on ne va pas être forcément dans le jugement, on va te demander de respecter un règlement, c'est un fait. Mais après, on va t'accompagner. Et on va mettre en place des sortes de tuteurs, là, qui s'appelle un maillage, le maillage partenarial, pour l'accompagner. Et très franchement, ce que l'on vous dit, on l'a appliqué. Donc forcément, on est convaincus parce qu'on voit des gens qui aujourd'hui sont dans l'emploi alors qu'il y a quelques années, très honnêtement, on aurait pu penser qu'à un moment donné, il y aurait un licenciement, quoi. Voilà. Alors, on va répondre avant la fin du webinaire, avant de conclure. Alors, on va répondre. Alors, il y a Sandrine qui dit vous parlez beaucoup de salariés. Mathias, je vais revenir après, c'est pas grave. Sandrine, vous parlez beaucoup des salariés pouvant être accompagnés, aidés par les managers. Ne pas oublier que cela peut être un manager, voire un directeur. Alors, qui est lui-même un salarié. Voilà, de toute façon, un directeur ou un manager, c'est un salarié, par définition. Donc, ils sont accompagnés évidemment de la même façon. Alors, c'est effectivement peut-être parfois un peu plus délicat quand c'est son propre manager, mais il n'y a pas de souci, on accompagne aussi de la même manière. J'ai vu tout à l'heure une autre réponse. Si en tant qu'employeur, on est dans le déni, il peut voir sa responsabilité totalement, alors j'imagine engagée, ce que je n'ai pas la fin de la question. En cas d'accident du travail, je crois que je l'ai vu passer. Oui, voilà. C'est ça. Donc, tout à fait, c'est ce qu'on rappelait tout à l'heure. Le code du travail dira, de toute manière, on est sur le lieu de travail, la personne n'était pas en état... La faute, elle va tomber sur l'employeur, au niveau du code du travail, et sur le code pénal, sur toutes les personnes qui auraient pu empêcher l'accident. Voilà. Et puis, si votre intime conviction, c'est que la personne que vous êtes allé voir, elle ne vous a pas accompagné, n'oubliez pas, on a parlé de la médecine du travail tout à l'heure, et puis dans vos entreprises, il y a plusieurs portes. Et bien, des fois, quand la première porte ne s'est pas ouverte, il faut peut-être aussi avoir le courage d'aller taper à la deuxième porte
pour dire voilà, j'en ai déjà parlé, mais j'ai le sentiment qu'on ne m'a pas entendu. Après, on n'accuse personne, hein, la question n'est pas de faire du jugement, chacun est pris dans son quotidien, mais quand il y a un doute, il faut quand même aller jusqu'au bout. Alors, on a Mathias qui nous demande, et si refus du salarié du coup? Ça devait être sur Eh le bien, test. le refus du salarié, ouais. Alors moi, j'ai en tête une situation là où on a accompagné un collaborateur, il a fallu 3 tests. Voilà, 3 tests. Le premier test, bon, bah, c'était la fête de la veille. Le deuxième test, il y avait une autre raison particulière. Et le troisième test, paf, prise de conscience, oh là là, je vais me faire virer. Effectivement, j'ai un problème. Et là, en fait, on dit que des fois, il y a des déclics. Alors, j'ai en tête une autre situation d'un salarié. Lui, son déclic, ça a été à la sortie de l'école parce que sa fille, sa petite fille, lui avait dit « Mais papa, là, tu sens l'alcool, quoi ». Alors, ça faisait un moment qu'on travaillait avec ce collaborateur, avec les éléments qu'on avait. C'est-à-dire que des fois, on a des éléments factuels qui nous permettent d'enclencher quelque chose et des fois, on n'a pas. Donc, quand on n'a pas, eh ben, on attend d'avoir. Voilà. Quand on a un test qui est positif une fois, le salarié peut dire bah ouais, mais moi j'ai pas de problème. Ok, tu n'as pas de problème. Bon, tu as conscience que là, on a quand même une certaine inquiétude, donc on sera attentif. Voilà. Ça ne veut pas dire on va te fliquer à chaque minute de ta vie, mais on va quand même être attentif. Donc si demain, après-demain, dans un mois, dans 2 mois, on a une nouvelle suspicion, tu sais qu'on est autorisé à faire ce type de test, on sera peut-être amené à le refaire, que ce soit pour toi ou pour un autre membre de l'usine. Donc, il y a des fois où effectivement, ce n'est pas encore le moment, on va dire que la personne n'est pas encore disponible pour ça, mais ce n'est pas pour autant qu'on va lâcher. Et ce cas de figure là du salarié pour lequel ça a été le 3e éthylotest, bon, c'est sûr que l'entreprise aurait pu le virer. Au 3e éthylotest positif, à un moment donné, ça peut être un motif, puisqu'il y avait déjà des choses enclenchées sur les précédents éthylotests. Mais cette personne, on a tellement, la prise de conscience a été tellement incroyable, son regard a changé, etc., que on a décidé de partir et de l'accompagner. Aujourd'hui, c'est une personne qui ne consomme plus. Plus une goutte parce qu'elle essaye de s'en protéger, clairement, elle ne consomme plus. C'est une personne qui aurait pu être sur le marché de l'emploi et avoir du coup des difficultés à se réinsérer, puisque c'était clairement quand vous embaumez un bureau, vous n'êtes pas embauché. Donc voilà, c'est pas évident, mais il ne faut pas lâcher, il faut poursuivre cette démarche-là de tu es au travail pour travailler, tu n'es pas en capacité de travailler, tu t'exposes. William, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, si la question était sur le test plus particulièrement, il faut se rappeler que le salarié a le droit de refuser le test. Oui. Et la seule personne qui peut lui imposer, c'est la police. Voilà, simplement. C'est une autorité qui peut imposer. Donc, si vraiment on se retrouve face à une personne qui est en ivresse manifeste, vous avez le centre 15 qui n'a peut-être pas entendu, voilà, vous rappelez le centre 15, c'est pas mal. Mais bref, le dernier recours, c'est d'appeler le 17. Voilà. Okay. Parce qu'on ne relâche pas une personne qui peut créer des accidents, etc. Sous votre responsabilité en plus en sortant. Alors, on a une dernière question de Marion. Comment s'assurer que l'employé que l'on souhaite aider sera protégé si la hiérarchie n'est pas bienveillante? Alors là, j'ai envie de dire, après je vous laisserai Tiffany et William peut-être compléter, il n'y a pas d'assurance. En fait, on ne peut pas s'assurer. Vous connaissez vos organisations de travail. En revanche, si on est là et qu'on fait aujourd'hui ce webinaire, c'est justement pour vous accompagner dans la mise en place aussi de process et comment on va mettre les choses en place pour justement s'assurer que chacun a bien compris la définition de l'addiction sur le lieu de travail et comment on peut agir pour protéger. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Oui. Il y a deux possibilités. Soit effectivement, on va informer la hiérarchie en direct, soit on va s'orienter vers des services qui sont soumis au secret professionnel. Je pense au service médical, je pense au service social. Des fois, ça arrive que des collaborateurs effectivement viennent nous voir parce qu'ils ont peur de se planter et qu'ils ont peur des conséquences de ce qu'ils vont dire. Oui. Alors, nous, après, c'est notre travail que de prendre en compte ces situations-là. C'est-à-dire qu'on ne va pas arriver dans l'atelier avec le gyro ou dans les bureaux avec le gyro en disant « pop, 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 il y a un problème ». On va s'en discuter, voilà, on va s'en parler. Sous couvert du secret professionnel, on va réfléchir peut-être à une stratégie. Comment est-ce qu'on peut prendre en compte la situation. Et en fonction, on verra si oui ou non, on met la direction dans la boucle. Alors la direction, je vous entends déjà dire « ah bah attendez ».
C'est pas possible ça. On ne peut pas ne pas être au courant de ce type de situation. Eh bien des fois, si. Ça arrive que vous ne soyez pas au courant, non pas parce qu'on a plaisir à cacher les choses, mais parce que ça va être notre travail que d'aller évaluer en amont. Et lorsqu'il y a un risque qui est clair, nous, on va faire ce qu'on a à faire pour que la personne aille voir son médecin. Si elle ne va pas voir son médecin et qu'à un moment donné, effectivement, son comportement se manifeste sur son lieu de travail, que cette personne s'expose, n'est pas dans le respect du règlement, des attendus en termes de savoir-faire, savoir-être, bah, là, ce sera sa responsabilité. Hein. Voilà. Oui, Voilà. il y a un moment donné, il y Il y a a des ça limites. aussi. Quoi. Voilà, et c'est important, ces limites sont importantes puisqu'on dit toujours qu'on s'adapte à la problématique. Le cadre, justement, ça nous permet de nous asseoir sur ce cadre pour pouvoir dire non, là, à un moment donné, c'est stop. Et si on ne fait rien, vous vous exposez à ça, ça, ça. Voilà. Merci Tiffany. Alors, oui, William? Non, juste pour vraiment finir rapidement sur la hiérarchie n'est pas bienveillante, je vais y arriver. On en parlait un petit peu hier très rapidement, mais il peut aussi y avoir le travail qui est pathogène et qui peut augmenter des problématiques d'addiction. Dans ce cas-là, l'employeur doit aller faire la prévention des risques, il doit aller identifier notamment les risques psychosociaux. Et en fait, c'est qu'il y a un autre sujet. Voilà, oui, après on peut accompagner, on va en parler peut-être dans la conclusion. C'est qu'il y a un autre sujet. Donc on arrive donc à la conclusion. Après, il y a une dernière question de Mathias, on va y répondre Mathias, on ne vous oublie pas. Donc, si on doit un petit peu résumer là, ce moment qu'on a passé ensemble, ce qui est important de faire au sein de vos entreprises, c'est de définir les choses. Il faut vraiment que vous soyez tous d'accord sur la définition de l'addiction. Alors en l'occurrence là, on a beaucoup parlé de l'alcool, mais sur le lieu de travail, comment on définit les choses. Dans un second temps, comment on organise les choses. Donc là, c'est important peut-être de constituer des groupes de travail, pourquoi pas. Nous, chez l'Humanisi, on peut avec grand plaisir vous accompagner. N'hésitez pas à nous contacter. On peut intervenir sur les 3 services ou que sur un des services. Et puis surtout, ensuite, c'est agir ensemble. Il faut quand même que la cohésion, elle soit faite pour que tout le monde parle de la même voix dans cette démarche-là. Donc, c'est vraiment important. On arrive à la fin du webinaire. On a mis, et vous allez recevoir en fait des informations, et on a mis à votre disposition dans ces informations un test en 5 questions de mémoire, qui s'appelle le test FACE. C'est quelque chose de plutôt personnel, donc on a décidé de ne pas le mettre en direct. Ça va vous permettre d'auto-tester votre propre consommation par rapport à l'alcool. Donc vous verrez, vous allez avoir la cotation en fonction des réponses que vous cochez, ça donne un nombre de points. Au bout de la ligne, vous mettez votre point et ensuite vous faites le total et en dessous, on vous explique. On voulait quand même s'excuser parce qu'il y a eu un démarrage un petit peu chaotique. Donc nous, on s'est mis dans des situations de direct aussi. Et donc pour finir, on va répondre à la question de Mathias qui est une question très intéressante. Avons-nous le droit de réaliser des tests improvisés sur tout un service en mode campagne de prévention ? Alors on le disait tout à l'heure, l'employeur doit prendre des mesures pour garantir la santé et la sécurité des salariés. Donc oui, il est possible de mettre dans le règlement intérieur qu'il peut y avoir des tests qui sont mis, mais il faut que ce soit légitime. Et c'est là où on disait qu'il y a une nuance probablement à trouver avec un juriste. Il faut mieux se faire conseiller pour le coup. Qu'est-ce qu'on a de légitime? Évidemment, un service où il y a des moyens très dangereux, des risques d'entraînement, etc., c'est légitime. Mais un service qui a peut-être beaucoup de déplacements sur site, etc., sans engin, voilà. Donc, alors pour finir, parce qu'on a beaucoup parlé de l'alcool, et donc on vous prend juste 2 minutes. Encore une fois, un grand merci d'avoir été nombreux, parce qu'on sait que vous êtes restés jusqu'au bout et ça nous fait vraiment plaisir pour ce premier webinaire. On voulait quand même attirer votre attention sur les actions que vous proposez aujourd'hui l'Humanisi. Donc, on vous a décliné ça sur les 3 pôles. Donc, le pôle social peut intervenir sur la sensibilisation, notamment de la reconnaissance qualité travailleurs handicapés. La retraite, c'est d'actualité. Les violences conjugales et les aidants familiaux. Là, je sais que Tiffany vient d'intervenir dans une entreprise et on a beaucoup de questions sur les aidants familiaux. C'est normal, on est dans une société où on va avoir de plus en plus de personnes à accompagner sur le 3e et 4e âge, puisqu'on en parle maintenant.
Dans le service santé, donc le service que manage William, on est sur des actions de secours en entreprise, de nutrition, des informations dépistage, sédentarité, les accidents du travail. Et le pôle psy, donc on est sur des actions de risques psychosociaux. On peut vous accompagner, là on le fait tous ensemble aussi sur comment mettre en place par exemple les DU et les plans de risques psychosociaux et risques professionnels. Le changement, c'est quoi? On en entend souvent parler. Vos organisations de travail, elles bougent et ça induit aussi chez les salariés des résistances parfois. Les émotions, c'est quoi? À quoi ça sert? C'est très d'actualité en ce moment. Et puis, on peut intervenir notamment aussi sur la gestion de conflits, en sachant que la liste n'est pas exhaustive. On vous a mis juste quelques exemples. Voilà, donc je vais vous remercier d'avoir passé ce moment avec nous. On reste évidemment à votre écoute et vous pouvez nous contacter. Si on peut répondre à vos questions, ce sera avec grand plaisir. Et si on n'a pas les réponses, on les cherchera. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée à tous.